Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette table ronde dédiée à 1984, à Orwell, et plus précisément au rôle du langage dans cette dystopie. Et peut-être qu'on élargira même au rôle du langage dans les dystopies comme instrument d'oppression, en nuançant évidemment cette affirmation. Et pour en parler, on a avec nous trois écrivains de science-fiction et de fantastique. Bonjour. Olivier Caruso, Christian Léourier et Karim Berouka. Alors, pour introduire tranquillement cette table ronde, on va parler de 1984 et votre filiation littéraire avec 1984. Que représente pour vous cette dystopie? On va faire un petit tour des invités sur ce point. Olivier. Alors, 1984, pour moi, c'est vrai que je l'ai lu très jeune. C'est quelque chose qui est très, très marquant. Je pense qu'on le comprend peut-être pas très bien quand on est jeune, et puis après, en le relisant, même il reste en tête, c'est quelque chose qui reste en tête très, très, très longtemps. Et ce qui est intéressant dans ce livre, alors il y a l'évolution du langage, il y a bien sûr la surveillance, ça tout le monde le sait, mais c'est aussi l'effet du totalitarisme sur la psyché, en fait, sur ce qu'on est capable de penser, et même plus loin que ce qu'on est capable de penser, ce qu'on est capable de ressentir quand on vit dans ce régime. Et en fait, ça va aller jusqu'à l'impossibilité de vivre une émotion vraie quand tout est dicté par le régime. Et ça va être un petit peu le message, c'est que la science-fiction, elle parle de la technologie, elle parle de la surveillance par exemple, mais elle parle aussi de l'effet sur la psyché, l'effet sur le corps. C'est quelque chose c'est une expérience, en fait. Lire de la science-fiction, lire de la dystopie également, c'est une espèce d'expérience totale où on va être complètement pris dans cette fiction. Christian. Alors moi j'ai découvert 1984 il y a longtemps, à l'époque où on présentait le roman comme une critique de l'Union soviétique. Ce qu'il est en partie, puisque c'est une critique du totalitarisme et une dénonciation des mécanismes, mais ça va bien au-delà. Et notamment, la dimension langagière n'était pas mise en avant. Je l'ai finalement découvert un petit peu plus tard, quand je me suis dit, mais à l'ORTF, il y a des directives pour que... oui, j'ai connu l'ORTF, ça veut dire que... il y a des directives pour que les journalistes simplifient leur langage. Et puis j'ai rencontré ça un petit peu plus avant dans ma carrière, quand j'ai écrit pour la jeunesse, où les directeurs de collection, dans une intention tout à fait autre, me disaient, mais là, ton vocabulaire est un petit peu compliqué. Et ça voulait dire, en fait, j'utilisais des nuances. Et dans le coup, j'ai une lecture en yo-yo de 1984, c'est-à-dire qu'effectivement, par le langage, ce qu'on efface dans le roman, c'est la nuance. En fait, non seulement on intervertit les valeurs, la vérité devient le dogme, mais en plus, on efface petit à petit, on simplifie, on fait des synthèses qui, par la création d'un mot nouveau, finalement, rapprochent des idées qui étaient antagonistes, mais qui deviennent présentées comme étant la vérité, justement, la façon dont il faut penser. Et donc, ça m'a très fortement sensibilisé aux différents, enfin au poids non signifiant du langage, mais significatif. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'un mot désigne un objet, mais désigne aussi notre relation à l'objet. Et c'est là-dessus que Orwell travaille. Karim, pour vous, en tant qu'écrivain de science-fiction et de fantastique, que représente 1984 comme... Alors, moi, je l'ai lu la semaine dernière et j'ai trouvé que c'était un article assez sympa sur la Chine. Donc voilà, c'est tout. Je trouve que c'est très contemporain. C'est magnifique. C'est même plus de la science-fiction. Christian Léourier, vous avez lâché le mot simplification. En fait, souvent, la novlangue,
C'est ça. Le langage est décomplexifié et simplifié à une simple dichotomie. Pourquoi est-ce que simplifier le langage est dystopique ? À partir du moment où vous effacez les nuances de gris, où il n'y a plus que le noir et le blanc, c'est facile de dire le noir c'est pas bon, le blanc c'est bon, et donc tous ceux qui sont du côté du noir se trompent. Donc il faut les remettre dans le droit chemin. Quand vous êtes sur toute une gamme de nuances, c'est beaucoup plus difficile parce que où placer le curseur. Donc la simplification du langage aboutit à la simplification des idées. Et parce qu'on sait effectivement que les idées, la façon de voir le monde, est déterminée non seulement est déterminée principalement par la grammaire du langage qui sert à l'exprimer. Et si vous dites quelque chose est comme cela, c'est pas du tout la même chose que si vous dites quelque chose semble être comme cela. Si vous supprimez le semble en disant bon ça sert à rien, vous introduisez du manichéisme. Et tous les totalitarismes sont fondés sur le manichéisme. La suppression de la nuance. La suppression de la nuance, la création d'une frontière entre le bien et le mal qui est dogmatique, et le rejet de ceux qui sont du mauvais côté. Olivier, est-ce que vous avez en tête une caractéristique spécifique de la novlangue qui nous montrerait sa caractéristique principale, son fonctionnement central ? Alors, la novlangue, souvent on pense à la création de nouveaux mots. Dans 1984, c'est plutôt la suppression des mots et donc la suppression de la possibilité de penser ces concepts. L'exemple qui est donné dans 1984, c'est donc le slogan « La liberté, c'est l'esclavage ». Et ils disent bien, dans quelques années, il faudra changer ce slogan puisqu'on n'aura même plus le mot « liberté » et donc on n'aura plus la possibilité de penser cette liberté. Et donc les dictionnaires, dans 1984, ils font un dictionnaire de novlangue et les dictionnaires sont de plus en plus petits, édition après édition. Ça vient petit à petit sur le long cours. Après, il y a aussi autre chose dans 1984 qu'on oublie aussi, c'est que en fait, le régime ne marche pas. Le régime, on l'oublie souvent, mais le régime tombe. Si on regarde la toute fin de 1984, il y a un traité sur la novlangue, et ce traité, il est fait par quelqu'un qui est extérieur au régime et qui regarde le régime des années et des années après. Et donc il y a quand même une forme d'espoir, il y a cet enfermement dans la novlangue, mais le bouquin dit bien à un moment, il y a quand même une résistance, c'est la résistance de Winston Smith, qui est bien nommé, hein. Il a le même prénom que Winston Churchill. Et il y a une résistance individuelle, et sur le long terme, le régime ne va pas marcher. Il y a cette tentative, mais la novlangue, à un moment, va s'effondrer, ne va pas réussir, parce qu'il y aura quand même la résistance individuelle, il y aura la décence morale individuelle qui, espère Orwell, va gagner. Karim, vous, votre première réaction à la lecture de 1984, c'est de penser au présent. À quel point le langage est un instrument de construction de notre réalité, un instrument politique ? Alors moi, je vais déjà... alors je ne suis pas linguiste, malheureusement. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas un là, parce qu'il aurait pu nous donner quelques leçons. En fait, toute cette histoire de déterminisme linguistique, c'est-à-dire le langage va déterminer la pensée cognitive. En fait, c'est un vieux truc qui est absolument plus reconnu aujourd'hui par les linguistes. C'est-à-dire c'est pas en changeant le langage que ça va changer le comportement des gens. Et dans l'idée on supprime des mots, les gens parlent entre eux, les gens ne suivent pas la ligne directrice du parti ils vont créer d'autres mots, ils vont inventer d'autres mots. On le voit, le langage est mouvant en permanence. On va faire des petites catégories socioculturelles, ne serait-ce qu'en France. On va voir que les gens
parle pas de la même manière si dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la SF, dans le monde on va dire dans les soi-disant entre guillemets cités. Et ce langage s'adapte en permanence. Donc si un jour on dit le mot liberté est interdit, il va y avoir un autre mot qui le remplacera, qui aura la même signification, ça c'est certain. Donc, alors je sais que c'est une idée vachement jolie de dire que comme que le langage qu'on peut diriger les gens, qu'on peut les influencer, qu'on peut les faire penser d'une certaine manière en changeant les mots, mais c'est pas un truc qui fonctionne. On peut citer le bouquin de Jack Vance qui est assez marrant, Les langages de Pao, qui est vraiment basé sur cette idée de déterminisme linguistique. Mais c'est un exercice littéraire. Ça, c'est pas un truc qu'on a vraiment remarqué, qu'on a pu démontrer en fait. Christian, je me demande si vous n'allez pas avoir une petite nuance sur ce sujet-là, étant donné que vous me disiez avant la table ronde avoir vécu le langage comme outil d'oppression dans votre jeunesse. Oui, enfin pas d'oppression, n'exagérons pas, mais comme marqueur social. Il se trouve que moi, je suis né dans un quartier populaire et que quand je suis arrivé à l'âge de la 6e, à l'époque, il n'y avait pas des lycées comme il y a maintenant, donc c'était un petit peu plus loin dans un autre quartier. Et très vite, je me suis fait repérer à mon langage. C'est-à-dire que la façon dont je parlais montrait que je n'étais pas issu de la petite bourgeoisie locale. Et on me l'a fait tout de suite sentir, y compris les professeurs. Donc, j'ai été sensibilisé assez tôt, effectivement, à cette utilisation du langage comme marqueur social. Tu parlais des langages professionnels. Effectivement, les milieux professionnels sont très marqués aussi par le langage. Alors, à la fois parce qu'effectivement, il y a des besoins spécifiques, mais aussi dans l'idée de former une caste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des informaticiens, mais quand vous les coincez, ils commencent à jargonner. Ça, vous pouvez être sûr que quand ils commencent à employer des mots que vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas la situation. Alors, c'est aussi un facteur d'intérêt. Les grandes écoles, par exemple, les gens qui sont issus des grandes écoles se tutoient entre eux. C'est un détail. Mais ça veut dire, je fais partie de la même caste. Karim, j'aimerais bien votre retour sur aussi ce retour sur ce que vous avez dit. Vous pensez pas quand même que le langage peut, un minimum, choisir un mot plutôt qu'un autre, par exemple, peut changer notre perception des choses? Alors, je crois que l'idée, enfin, dans les études de langue en ce moment, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, selon le langage, une différence de perception, par exemple, du temps ou de l'espace. Donc, mais c'est pas une influence qui va, si on prend comme dans 1984, où on remplace le langage, on remplace pas on n'influe pas directement sur le comportement des gens. On peut citer un auteur qui s'appelait Victor Klemperer qui a écrit un bouquin sur le langage, sur la langue des nazis, parce que les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont commencé à changer beaucoup de mots, à faire beaucoup de jolis mots composés comme je sais pas, Volkswagen ou c'est tout con, hein. Mais c'est un mot qui vient de cette époque. Mais c'est accompagné de tout un mouvement idéologique qui est beaucoup plus fort que le langage. C'est aussi une idée d'inscrire une identité nationale. Ça, c'est assez fort dans l'idée du langage. C'est la langue fait partie de l'identité nationale et elle est propre à cette identité. Puis on s'est aperçu assez rapidement que, en fait, elle avait beaucoup évolué dans le passé. Il y a beaucoup d'interactions entre les langues en Europe, donc il n'y a pas une langue germanique qui serait venue des confins donc c'était un peu l'idée dans le Reich d'imposer un truc vraiment légitime avec cette langue qui serait la langue du Reich. Et donc le bouquin est assez intéressant, mais ça démontre pas vraiment qu'il y a eu une influence de la langue sur le comportement des gens.
puisqu'à côté de ça, il y avait quand même toute une idéologie, il y avait tout un mouvement très violent. Enfin bon, de toute façon, je ne vous fais pas un cours d'histoire, vous savez tout ce qui se passait mais ça fait partie de la propagande politique, effectivement. Et c'est un peu ce qu'on voit dans 1984. C'est cette propagande politique qui existe aujourd'hui dans de moindres... Enfin, ça existe aujourd'hui, on a toujours des changements de formules pour donner des trucs un peu plus fancy à une formule qui est dégueulasse. Mais c'est pas pour ça que si on change le nom des chômeurs, tout d'un coup, ils vont se sentir acceptés par la société ou le contraire. En fait. Il reste que régulièrement, on change effectivement l'appellation de telle ou telle catégorie qui dérange. Les clochards deviennent des sans-abri, puis deviennent des sans-domicile fixe, puis deviennent des SDF. Alors le mot est complètement abstrait. Les slogans utilisent des formules très percutantes en très peu de mots pour essayer d'implanter une idée ou un germe d'idée. Voilà, on sait l'usage du mot terroriste, par exemple, est intéressant. Selon les époques, ça désigne des gens qui nous sont sympathiques ou pas. Je veux dire, les terroristes de la Seconde Guerre mondiale, c'était les résistants. Aujourd'hui, c'est des gens qui posent des bombes. Voilà, il y a effectivement un contexte général, hein, mais le langage est quand même utilisé pour influencer la pensée des gens. Oui, dans 1984, clairement, il y a le langage, mais il y a aussi, par exemple, les activités en commun. Ça n'est qu'une partie, en fait, de 1984. Quoi. Il y a la semaine de la haine, où pendant une semaine, les gens doivent être frénétiques dans leur haine de l'ennemi, et frénétiques également dans leur adoration de l'État. Donc ça n'est qu'une partie effectivement d'un ensemble social dans 1984. Et il y a quelque chose qui est intéressant, je pense que ça a déjà été dit, c'est que 1984 se réfère clairement au totalitarisme, mais Orwell essaye de montrer aussi la vérité sur des régimes démocratiques et sur des partis, si vous voulez, il fait bien la différence, hein, on est clair, mais sur le fait que dans les régimes démocratiques aussi, il y a cette propagande qui existe et qui est présente. Il y a beaucoup de mots valises dans 1984, et le premier mot valise dans 1984, vraiment qui arrive première ligne, je crois, c'est Victory Mansion. C'est donc la maison de la victoire. Et c'est quelque chose qui, pour nous, en fait, quand on le lit, on a des places de la liberté, on a des rues de la victoire, et c'est complètement quelque chose qui est intégré dans nos démocraties, ces petits mots composés comme ça, et les mots valises plus inhabituels arrivent plus loin, en fait, dans le bouquin. Et dans un sens, ça montre que on a aussi cette propagande qui est relativement proche entre les pays démocratiques et les pays autocratiques, même si on ne se situe pas du tout qualitativement et quantitativement sur la même échelle. Est-ce qu'il faut éviter d'exporter la novlangue de 1984 en dehors du contexte dystopique totalitaire de 1984 ? Est-ce qu'on peut utiliser le mot novlangue pour définir n'importe quoi dans le quotidien ? Olivier ? Il ne faut pas caricaturer Orwell. Je pense que ça va arriver sur le tapis. Orwell maintenant est récupéré de façon complètement éhontée par la droite et l'extrême droite, alors qu'il est clairement un socialiste démocratique. Donc je pense qu'on peut utiliser les concepts d'Orwell, mais sans les détourner. Voilà. Il faut une certaine honnêteté intellectuelle dans la façon dont on utilise ce qu'il nous dit. Et effectivement, quand
regarder la Chine au prisme d'Orwell, il y a quelque chose de pertinent. Dans le sens où, par exemple, les Ouïghours, on leur demande de faire table rase du passé, de faire table rase de leur culture, et c'est quelque chose qui est très présent dans Orwell, c'est-à-dire le régime prend possession de l'esprit, de la culture et du passé. Voilà. Donc il y a quelque chose de pertinent chez Orwell, à condition de le faire avec une honnêteté intellectuelle à toute épreuve. 1984 a aussi créé une tradition dans la science-fiction et la dystopie autour d'un intérêt pour le langage, et on viendra avec vous dans quelques minutes sur The Handmaid's Tale. Mais Christian Lurier, j'aimerais bien comprendre cette fascination de la science-fiction pour le langage, le rôle du langage dans les sociétés. Comment vous analysez cette présence du langage ? Je pense tout simplement que la science-fiction, c'est avant tout de la littérature, et que celui qui fait de la littérature ne peut que s'intéresser qu'au langage. Ne serait-ce que parce qu'il se pose lui-même les questions de savoir comment il va exprimer telle ou telle idée. Donc peut-être qu'un effet de loupe est porté sur le langage, parce que précisément c'est notre outil. C'est une des explications possibles. Olivier, vous avez créé un roman de science-fiction récemment, Symposium. Est-ce que vous aviez en tête l'impact du langage sur la société science-fictive que vous décriviez ? Alors oui, tout à fait. Dans mon roman, donc c'est sur une jeune fille qui assassine sa mère. Donc il y a tout un contexte juridique, et il y a aussi les neurotechnologies qui vont décider si oui ou non la personne est coupable, qui va aller voir dans son cerveau quelles étaient les intentions au moment du meurtre, les souvenirs, les émotions. Et en fait, il y a se greffe à ça un espèce de jargon scientifique et technologique qui va convaincre les gens que telle personne est coupable ou que telle personne n'est pas coupable. Et donc, on va convaincre les gens avec une science qu'on est capable de remplacer, si vous voulez, le côté humain du jugement par la parole de l'expert scientifique. Et ça a quelque chose effectivement, ça a quelque chose d'un petit peu dystopique. C'est quelque chose qui va arriver demain. Le fait de remplacer le jugement par un algorithme, et de justifier cet algorithme par un langage technologique qui va dire voilà, vous n'avez plus à juger, ça va être cette parole technologique qui va juger à votre place. D'ailleurs, le groupe Google s'est renommé il y a quelques années Alphabet. Est-ce que c'est pas symptomatique de quelque chose aussi, ça, Olivier ou Karim même? Je ne sais pas si vous avez une analyse sur ce sujet, Karim. J'étais même pas au courant. D'accord. Christian, quand même, tout à l'heure, vous parliez quand même du vocabulaire comme la grammaire de notre réalité. Est-ce que le fait qu'un groupe comme Google soit nommé Alphabet est symptomatique de ce que vous expliquiez Non, ce que je disais, c'est que notre vision du monde est déterminée par la grammaire. Alors, je sais que on n'est pas franchement d'accord, mais tant mieux. Bon, il faut nuancer. Je crois que la vérité est à mi-chemin. Maintenant que Google se renomme Alphabet, ça me paraît participer de la propagande, justement. C'est le mécanisme de la propagande. C'est-à-dire induire une idée intellectuelle. Alphabet, ça fait bien, c'est le b.a.-ba de la connaissance, etc., pour couvrir autre chose. Google, ça commence à faire un peu intérêts commerciaux, donc on va changer. On va déplacer on parle des États, on parle de la politique, etc., mais il y a d'autres professionnels qui utilisent le langage avec beaucoup de subtilité, ce sont les publicitaires. Oui, je crois que les gens aiment bien changer de nom, enfin les sociétés, les boîtes, parce que ça apporte
probablement dans l'idée un nouveau, une nouvelle image. Alors la NPE s'appelait Pôle emploi, la SNCF s'appelle je ne sais plus quoi parce que ça change tous les 15 jours. Ouigo, non oui SNCF, mais c'est du marketing. Hein. C'est du marketing. C'est même pas de la propagande parce que Facebook s'appelle Facebook ou Meta, ça va pas changer grand-chose au niveau de la perception du public. Alors je ne sais pas pourquoi ils font ça, je pense, marketing. Mais est-ce que ça rentre dans le domaine du langage? Parce que je pense qu'ils font ça parce que, étant critiqués, ils se donnent une nouvelle virginité avec un nouveau nom, quoi. Et puis, Agence nationale pour l'emploi, c'est un peu long, alors que Pôle emploi, ça fait dynamique. Et maintenant, on n'est plus chômeur, on est candidat, parce que, je sais pas, mais bon, ça change rien dans la réalité des gens, quoi. Mais bon. Mais parlons, par contre, on parlait un peu de science-fiction, donc ça serait, vu qu'on est sur un festival de SF. Moi, je connais pas beaucoup de... J'ai cherché un moment des bouquins justement sur le langage, enfin des fictions sur le langage. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'avais trouvé ce langage de Pao Vance, la nouvelle de Ted Chiang, là, dont je me rappelle pas le nom, mais Arwan doit le connaître, qui a inspiré le film Premier Contact. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup trouvé de textes dont le thème est vraiment le langage, en fait. Alors, il y en a sûrement, hein, c'est pas parce que... On peut citer quand même Le Vivant d'Anasta Robinets. Alors le langage n'est pas au centre du livre, mais effectivement c'est une dystopie dans laquelle il y a 3 milliards d'êtres humains, pas plus, pas moins, mais il y a quand même une novlangue dedans, une novlangue très informatique qui change totalement la conception, par exemple, de la nature. Je crois qu'on dit plus nature, on dit espace vert ou terrasse verte ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une vraie novlangue très technologique dans cette dystopie. C'est un des seuls exemples que j'ai en tête, effectivement. Mais puisqu'on parle justement de différentes dystopies, on a parlé de propagande, on a parlé d'Orwell, donc forcément on pense aussi à La Servante écarlate. Olivier Caruso, pourquoi faites-vous le lien entre Orwell et Margaret Atwood? Alors déjà elle le fait elle-même. Et elle a écrit, elle a trouvé son inspiration quand elle est allée voir le mur de Berlin aussi, donc à l'époque de la guerre froide qui est évoquée par Orwell. Il y a une novlangue très très présente dans La Servante écarlate. Il y a chaque catégorie de population a son nom. Alors les noms viennent de la Bible. Les policiers militaires, ce sont les yeux, parce que c'est l'œil de Dieu qui regarde le monde. Les domestiques, c'est les Martha, parce que dans la Bible, eh bien, il y a une Martha qui a servi le Christ. Et chacun, en fait, est dans sa catégorie, comme s'il y avait un espèce d'ordre naturel basé sur le livre. Et que on ne pouvait pas en sortir, que c'était normal qu'on soit dans telle ou telle catégorie. Elle a beaucoup réfléchi à ça. Ce qui était intéressant sur le marketing, c'est que le commandeur, donc cette figure du commandeur, on apprend plus tard, à la toute fin, une fois que le régime s'est effondré, lui aussi, comme dans 1984, on apprend en fait qu'il travaillait dans le marketing. Voilà, c'était pas quelqu'un d'hyper important. Il travaillait dans le marketing, et quelque part, voilà, c'est ce marketing, ce changement de la langue qui permet d'arriver à cette dystopie. Les dystopies d'aujourd'hui, quand elles s'intéressent au langage, elles sont plus critiques envers le marketing et donc les entreprises plutôt qu'envers des régimes politiques. Olivier, est-ce que vous en parliez ? Je pense que c'est un tout. Hein. Je pense qu'il y a une propagande. Il y a une propagande qui est à la fois au niveau des entreprises et de l'État. Noam Chomsky dit que en fait, la propagande est consubstantielle à la démocratie. On pourrait croire que la propagande, c'est vraiment les régimes autoritaires, les régimes dictatoriaux, etc. Mais justement, les régimes dictatoriaux, ils ont d'autres outils. Ils ont la torture, etc. Pour faire tenir un régime démocratique, ce qui marche le mieux, ça va être la propagande, ça va être alors pas
faut pas se dire la propagande forcément au niveau comme un mot extrêmement négatif. Il peut y avoir de la propagande qui amène les gens à faire des choses positives, mais en tant qu'outil, c'est ce qui va permettre à un régime démocratique de tenir. Karim, est-ce que le marketing est orwellien? Sympa la question. Vous avez 1 heure. Eh ben non. Voilà. Christian, est-ce que vous voulez Non, dire je sais tout pas. aussi Je vois court pas ou- trop le rapport entre Orwell et le marketing. Déjà, enfin, je sais même pas si à l'époque d'Orwell, le marketing était un concept très développé. Donc, et puis dans ses écrits, c'est pas un truc qui. Alors le marketing de 1984 peut-être, mais ça c'est. Faut voir ça avec les éditeurs, quoi. Non, ce qui me frappe effectivement dans 1784, c'est que la dimension économique n'apparaît pas. Les échanges n'apparaissent pas. Alors je ne sais pas si c'est volontaire, s'il a voulu s'imiter, si ça l'intéressait pas, mais il reste au niveau vraiment sociologique et politique. Vous avez lu La Servante écarlate, vous avez retrouvé aussi cette dimension orwellienne dans l'approche? Oui, alors Orwell, c'est un peu une matrice, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance enfin, quand on lit une dystopie totalitaire, on pense forcément à Orwell. Donc quelque part, on le retrouve non seulement dans La Servante écarlate, mais dans un certain nombre de dystopies politiques. On y pense forcément. Olivier, si vous deviez écrire une dystopie, vous auriez aussi 1984 en tête comme matrice dans votre approche? Bonne question. Je pense que forcément, en fait, quelque part, oui, ce qu'on a lu est quelque chose d'aussi puissant que 1984 nous influence toujours. Après, il faut renouveler, il faut adapter au temps présent. On ne peut pas refaire 1984 à l'heure actuelle, même si forcément, on ne peut pas non plus en sortir complètement. Ouais. Et ce qui est vicieux, c'est que pour échapper, pour faire autre chose, il faut connaître. Et donc, prendre le contre-pied ou biaiser. Il y a des œuvres comme ça qui marquent des jalons, forcément. Et est-ce qu'on peut justement dépasser Orwell dans notre approche science-fictive du langage? Est-ce qu'on peut percevoir des évolutions langagières comme positives, Olivier? Alors oui, l'évolution langagière, c'est un outil, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Effectivement, quand on disait il y a des évolutions langagières qui sont un petit peu douteuses. Il y a une époque où quand il y avait de la violence sociale, on appelait ça des révoltes. Alors des révoltes de la faim, des révoltes sociales, des révoltes. Et du coup, c'est pas exactement la même chose que quand on parle d'émeute. Un émeutier, c'est un criminel qui, à la limite, va aller voler un écran plat. C'est pas exactement, on n'est pas dans la même perspective. Mais après, il y a aussi d'autres évolutions du langage qu'on peut voir comme plus positives. Alors, est-ce que vraiment ça influence le comportement des gens? Je ne sais pas. Mais par exemple, à l'heure actuelle, on parle de plus en plus à la place de changement climatique. Changement climatique, on a le temps de voir venir, c'est un changement. On parle de plus en plus de bouleversement climatique qui appelle un peu plus à l'action. Ou de crise climatique. Dans la connotation de crise, il y a le besoin un besoin d'action politique immédiate, alors qui vient ou pas, c'est d'actualité, mais en tout cas, c'est une façon de percevoir les choses qui est légèrement différente. Oui, et là, je rejoins Karim. Le langage, c'est pas quelque chose de figé. Par définition, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons bouge. Et par conséquent, il faut trouver une nouvelle façon d'exprimer notre réalité. On invente de nouveaux mots. La technologie y est pour beaucoup. Hein. Quand il y a une nouvelle invention, il y a tout un panel de mots qui arrive parce qu'il faut dire ce que c'est, quoi. Voilà. Donc, le langage forcément évolue. Après, la question est de savoir qui tient les rênes, quoi, qui l'utilise et à quelle fin.
Ouais, le langage évolue, le langage aussi s'adapte hein, à la société, aux évolutions de la société. Quand tu parles de différence entre réchauffement global, crise. Donc, qui accompagne ça, il y a une prise de conscience que la crise climatique est de plus en plus présente. Enfin, elle est présente depuis longtemps, mais la prise de conscience, elle est de plus en plus forte. Donc, effectivement, on change les mots. Mais ça se fait naturellement, il n'y a pas quelqu'un derrière un ordinateur qui tape les nouveaux mots qu'on va utiliser la semaine prochaine. Et ça vient à peu près partout dans la société. Donc il y a des mots qui vont surgir dans un coin dans un milieu socioculturel qui vont s'imposer. On a plein de mots, on aime beaucoup les nouveaux mots en ce moment, les gouvernances, les douances, c'est des mots qui m'énervent parce que je suis un vieux con, mais c'est des mots qui vont rentrer dans le langage ou pas, et qui, dans 5-10 ans, seront complètement assimilés au langage, qui auront plus l'air d'être des nouveaux mots, et il y en aura d'autres. Donc ça, on le perçoit bien sur une vingtaine d'années, que le langage est vraiment pas figé, et qu'en fonction des évolutions de la société, le langage évolue aussi. Mais c'est pas l'évolution du langage qui va changer l'évolution de la société. Enfin, voilà. Est-ce que finalement le principal enseignement d'Orwell en matière de langage, c'est justement ça, qu'il ne faut pas figer le langage, qu'il ne faut pas figer notre conception de la réalité, Olivier? Oui, je vais répondre. Il ne faut pas figer le langage. Je vois pas trop ça dans Orwell. Il y a pas ça dans Orwell. Il y a la solution plutôt dans Orwell, j'aurais tendance à dire, alors c'est un peu redondant parce que Orwell 1984 c'est une fiction. La solution dans Orwell c'est la fiction, c'est-à-dire que c'est l'écriture, c'est aller vers l'autre, aller vers l'altérité à travers l'écriture. Le héros, il écrit, il est en fait il se cache dans une alcôve. Donc c'est son moyen de protection, dans une alcôve où avant il y avait une bibliothèque, où avant il y avait des livres. Et en fait, c'est ça en fait qui permet d'aller vers l'autre et donc de se sauver de ce langage un petit peu figé, déshumanisant. C'est d'aller vers l'autre. Alors bien sûr, tous les jours, hein, et puis aussi à travers la fiction, à travers les livres, accompagner des personnages dans leur parcours. C'est, d'après Orwell, un petit peu la solution. C'est aussi dans La Servante écarlate. On n'a pas son nom à La Servante écarlate, dans le livre en tout cas. On la connaît que sous son nom de Offred. En français de Fred, mais en anglais c'est intéressant parce qu'au début on ne comprend pas ce que c'est ce Offred, et puis en fait il faut du temps pour comprendre que ça veut dire qu'elle appartient à Fred. Et la seule façon de connaître son vrai nom, qui est jamais donné, c'est de la suivre dans son parcours, de la suivre dans son combat. Pour comprendre, il y a des indices qui sont donnés, il y a une espèce de labyrinthe dans lequel on va suivre la protagoniste pour lui redonner justement son nom, pour lui redonner son humanité. Et donc je pense que c'est à travers ça, c'est à travers une espèce de confiance en l'humanité que ces dystopies vont trouver la solution. Et dans les deux cas, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des dystopies désespérées. Ce ne sont pas des dystopies où chacun est pour soi et où il n'y a aucune issue possible. Ce sont des dystopies qui, au contraire, montrent une solution et à la fin, de façon cachée. Donc il faut aller le chercher, il faut être dedans, il faut suivre les personnages de façon cachée et montrent que ces dystopies peuvent s'effondrer et vont s'effondrer. Christian, vous, quel type de dimension, de solution percevez-vous chez Orwell? La solution, elle n'est pas donnée, en fait, puisque
effectivement, il y a un indice qui laisse penser que le régime est tombé, mais on ne sait pas comment. Donc ça peut être une révolte, ça peut être effectivement un effondrement interne. On l'a connu dans l'histoire. Donc je ne sais pas quelle est la solution qu'il propose. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a sans doute une solution. Karim aussi, vous trouvez qu'il y a sans doute une solution chez Orwell, mais que c'est peut-être aussi aux lecteurs et aux lectrices de l'apercevoir? En fait, je ne l'ai pas lu la semaine dernière, je l'ai lu il y a à peu près 40 ans, donc j'avoue que je suis un peu paumé. Et oui, probablement, ouais, on va dire ça. Merci. On va peut-être faire une petite session de questions, des interrogations que vous voudriez avoir envers nos invités. J'ai vu une main se lever en premier par ici. Un micro pour le monsieur, oui. Le micro arrive tranquillement. Le micro vole à travers la foule. Merci. Bonjour. La démocratie, en fait, on prend le pouvoir, un président prend le pouvoir quand il est candidat par les mots, par les discours. Les discours, c'est un ensemble de mots. Et je vais vous expliquer comment Emmanuel Macron a pris le pouvoir grâce à une science nouvelle qui s'appelle la captologie. La captologie, c'est étudié à l'université de Stanford aux États-Unis. C'est l'intersection entre la rhétorique ancienne politique. La rhétorique, c'est le mélange du logos, le discours, du pathos, l'empathie du candidat envers son public et de l'éthos, son caractère, des nouvelles technologies numériques et des neurosciences. Donc, oui, mais ce n'est pas une question. Oui, mais ma question est celle-ci, c'est que Orwell, en fait, il existe. Pour vous, est-ce qu'il existe en démocratie actuelle? Puisqu'on voit qu'avec cette science, la captologie, on peut justement prendre le pouvoir, puisque les marcheurs allaient avec leurs tablettes numériques voir les gens, stockaient les informations des citoyens, et ça allait dans une base de données avec intelligence artificielle. C'est une start-up. C'est un Français, M. Liéget, qui est revenu des États-Unis, qui était collaborateur de Macron, qui a lancé ça. Donc, intelligence artificielle, analyse sémantique des discours des citoyens. Donc, est-ce que vous pensez qu'en démocratie actuelle, on peut aussi vivre avec, on va dire, le principe orwellien du contrôle du discours, des mots? Merci. Alors, en fait, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'est effectivement récupérer les champs sémantiques du français moyen de façon à lui parler son langage. Sauf que le français moyen n'existe pas. Et c'est là la limite de l'exercice. C'est en gros ce que les publicistes cherchent à faire depuis des années, c'est-à-dire savoir quelle est la ménagère de moins de 50 ans, quel est ses centres d'intérêt, etc. Et la limite de l'exercice, c'est que les gens sont beaucoup plus divers et diversifiés que le voudrait ce genre de technologie. Alors, la nouveauté, c'est effectivement que maintenant, avec les algorithmes de traitement des big data, on s'améliore. Enfin, s'améliore. On affine, on devient plus efficace. Mais en même temps, ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire que si vous ne rejoignez pas à un moment donné les idées, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a le langage qui exprime, mais il y a aussi ce qui est exprimé. Et c'est là où ça se voit très vite. Le grand débat macronien, ça fait rigoler tout le monde. Enfin, personne n'y a cru. Parce que précisément, c'était trop visible. Oui, et puis en opposition à ça, en ce moment, il y a quand même une sorte de mec assez peu recommandable qui monte énormément dans les sondages. Et il n'a jamais eu recours à ce genre de truc. Il a juste une télé qui lui permet d'avoir un discours en permanence pour balancer des saloperies à tout le monde. Et ça le fait grimper dans les sondages. Donc oui, peut-être, mais ça ne fonctionne pas complètement. Et ce n'est pas ça qui a fait élire Macron. C'est pas seulement ce système-là. C'est aussi toute une entreprise pas de propagande, parce que c'est pas non plus la propagande, mais de publicité
voilà, les hommes politiques aujourd'hui, enfin les candidats présidentiels, s'ils veulent être élus, il faut qu'ils soient présents dans les médias, il faut qu'ils soient influents dans les médias, et ça passe pas seulement par des études d'algorithmes. Et ce qu'il a fait lire aussi, c'est l'absence de crédibilité de ses concurrents. Aussi. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé que dans l'œuvre de Orwell, il n'y avait pas de marketing, mais du coup plutôt de la propagande. Donc je vois bien un petit peu la distinction qu'on peut avoir entre les deux termes, à savoir que le marketing, c'est peut-être plutôt commercial et la propagande plutôt politique. Mais est-ce que vous voyez du coup d'autres distinctions entre ces deux terminologies, du coup, que ce soit dans l'œuvre de Orwell ou même dans ce qu'on peut constater aujourd'hui par rapport à ce que vous disiez même à l'instant, avec la présence médiatique de certains candidats? Non, effectivement, ce sont les mêmes, ce sont les finalités qui divergent. C'est-à-dire que dans un cas, il s'agit d'avoir une mainmise politique sur l'opinion. Dans l'autre cas, il s'agit de vendre des produits. Mais on voit bien au moment des élections que les deux se confondent beaucoup. Enfin, au niveau méthode, il peut y avoir beaucoup de similarités. Ouais. Ce qui est intéressant, voilà, effectivement, c'est un petit peu poreux quand même entre les deux. Actuellement, en fait, on va faire des espèces d'analyse de niche. Donc ça, c'est un terme de marketing. Mais ça va être aussi maintenant en politique, c'est-à-dire qu'à telle niche, on va tenir tel discours. À telle niche, on va tenir plutôt tel discours qui va plus les influencer parce qu'on a fait des sondages, parce que aussi les données sur Facebook ont fuité, ont été vendues en fait. Donc on sait que telle niche va plutôt être réceptif à tel message et on va plus avoir cette espèce de message assommant qu'on a dans 1984 qui est un message global, mais plutôt un message marketing qui est complètement adapté et qui va poser problème aussi parce que à un moment il n'y a plus de cohérence aussi politique, on va juste s'adapter à la personne qu'on a en face. Il y a une troisième question par ici, je vous en prie. Bonjour. Vous nous avez fait le détail des opérations de crétinisation de masse là, qui est dans le livre d'Orwell. Moi, je rajouterais le langage performatif quand même, qui est le fait d'annoncer même une ânerie la rend réelle, de plus 2 égale 5, ou les prestations sociales, ça coûte un pognon de dingue et ça sert à rien. Si on le dit suffisamment fort, ça devient réel. Et puis après, j'ai bien aimé la fin essayer de trouver des solutions pour lutter contre ça, mais un peu déçu par les réponses. Donc, Olivier nous parle de l'écrire et d'écrire et d'échange, mais sauf que le bouquin d'Orwell, ça fait 50 ans plus qu'il est écrit. Ces mécanismes sont toujours à l'œuvre. Christian s'en tient au texte, je le remercie, mais en même temps, c'est vrai que du coup, ce texte-là ne nous apporte rien. Et puis, ma question, c'est pour Karim, du coup, parce que tu nous disais qu'on devait garder confiance dans le fait que le langage soit évolutif et qu'il nous permette de lutter contre ces effets pervers de diminution de la qualité de nos échanges. Enfin, c'est ce que j'avais compris, alors tu me dis... Et surtout, mais du coup... D'après vous, qu'est-ce qui nous permet... Alors j'ai une petite idée, moi j'ai mon idée personnelle, je suis militant dans des milieux un peu durs, donc mais toujours est-il que... Quelle est votre solution, vous, pour faire en sorte de garantir que ces opérations qui nous rendent absolument débiles, incapables de comprendre, de ne pas utiliser suffisamment de concepts, de ne pas avoir suffisamment de mots, où est-ce que se crée ce langage qui va nous permettre de sortir de ce monde pervers, quoi? Alors, moi, je ne vous dis pas de garder confiance, hein, j'expose juste l'idée qu'on partage ou pas, que c'est la société qui influence le langage et pas le contraire. Mais bon, après il y a des nuances, hein, on va pas. Mais alors, petite nuance aussi sur 84, c'est un peu daté parce que c'est ouvertement une critique d'un régime qui est tombé depuis. Un truc qui est assez intéressant, c'est 84, c'est un régime de contrainte. C'est-à-dire les gens sont quand même conscients, on leur bouffe l'esprit et on les oblige à réagir d'une certaine manière. Contrôle des esprits. Aujourd'hui, ce qu'on a dans les régimes dictatoriaux, c'est de plus en plus des contraintes qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas perceptibles par les gens. Je parlais de la Chine, par exemple. L'idée en Chine, c'est pas qu'on vous interdit des choses, c'est que ce que les gens font qui sont répréhensibles,
c'est mal contre le pays, c'est un crime en fait. Donc on met les gens dans une sorte de globalité où la propagande est une chose bonne et le contrôle exercé par l'État, c'est une chose qui est nécessaire et qui est même encouragée par le peuple. Donc on a maintenant, on a passé le stade d'Orwell, on est plus loin, on fait de la répression et du contrôle avec les gens qui n'ont pas l'impression qu'il y ait de la répression et qu'il y ait du contrôle. Et ça vaut aussi pour actuellement dans notre société à un degré beaucoup moindre. Et puis, alors, par rapport au langage, moi, c'est pas un truc. C'est juste une constatation. Les langages évoluent. Effectivement, si on interdit le mot liberté, il y aura un autre mot qui va apparaître. Mais c'est pas pour ça que ça va faire tomber un régime dictatorial ou autoritaire. J'ai pas de solution. Orwell avait pas de solution. Orwell pose une critique du régime communiste de l'époque, qui est un régime ultra contrôlé. Enfin, le régime soviétique communiste, parce qu'il est voilà. Alors aujourd'hui, si on écrit une dystopie en s'inspirant des régimes autoritaires, il sera différent parce qu'on n'a plus les mêmes technologies, on n'a plus les mêmes perceptions du contrôle. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais bon, c'est ce que je peux dire. On doit terminer à -5, donc la table ronde va se conclure. Merci pour votre attention et puis pour vos questions à la fin. Les 3 invités sont en dédicace tout de suite à la librairie des Utopiales.